Iranienne de Val-de-Marne, je tiens aussi à remercier Farhad Khosrow d'avoir accepté de venir exposer quelques aspects de ses recherches et de nous faire part quand même d'une thématique qui préoccupe non seulement les médias, mais aussi les politiques, les centres de recherche et l'ensemble, je dirais, de la société française, pour ne pas dire européenne. Donc je vais rester court, mais je vais dire 2-3 mots un peu sur le parcours et la trajectoire de Farhad, si un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas. Farhad est de formation de philosophie, donc peut-être c'est un peu étonnant. Il a fait une thèse dans les années 70 sur Heidegger et la finitude. Donc la finitude est dans la pensée de Heidegger. Ensuite, il a fait une thèse de 3e cycle en 1978 sur la modernisation de l'appareil de l'État. Il est retourné en Iran. Et son arrivée en Iran a coïncidé avec la révolution iranienne. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, il a eu l'occasion de pouvoir observer de plus près le déroulement de la révolution et de s'engager dans un travail de déconstruction des discours qui ont eu lieu durant la révolution iranienne. Et dans un contact avec Alain Touraine, il a fait une thèse qui a été soutenue en 1990 à Paris, intitulée « La rupture de l'unanimisme dans la révolution iranienne ». C'est l'une des premières recherches qui allait au-delà de toutes les explications de type économiste, purement sociologique ou de type marxiste. C'était un travail qui a donné naissance à trois livres. C'est une sorte de trilogie qui a été publiée au cours des années 90. Donc c'est l'utopie révolutionnaire, donc l'utopie sacrifiée, la sociologie de la révolution iranienne, l'anthropologie de la révolution iranienne, et le troisième c'est le martyr. Donc ça c'est un peu, il a continué ses recherches sur l'Iran et vers la fin des années 90, il a aussi publié un livre avec Olivier Roy intitulé « Comment sortir de la révolution religieuse ». Ça aussi c'était une réflexion sur le champ intellectuel en Iran et l'un des premiers travaux qui a mis en évidence le rôle que les intellectuels religieux pouvaient jouer dans l'ouverture de l'espace public en conceptualisant le concept de l'intellectuel post-islamiste. Donc voilà, j'ai dit quand même quelques mots, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, on ne va pas parler de l'Iran, mais c'est plutôt d'une autre thématique. Parallèlement à ses recherches sur l'Iran, il a aussi pris la société française comme un objet d'étude, comme un objet de recherche, avec une collègue de l'école de hautes études. Il a publié l'un des premiers livres sur la question du foulard. Donc avec Françoise Gaspard, il a publié Le foulard et la République, où la question du foulard a été étudiée au-delà de sa dimension religieuse, de sa dimension politique, mais c'était plutôt sur la question de ce que Farhad appelle depuis plusieurs années sur la sociologie des acteurs, c'est-à-dire comment les acteurs donnent un sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils portent et de quelle manière ils perçoivent leur rapport à la religion, à la famille. Donc c'était l'un des premiers travaux. Ensuite il a publié L'Islam des jeunes. Maintenant il a écrit une trentaine de livres, je ne vais pas tout ici énumérer et résumer. Et au cours de ses recherches, il a publié aussi un livre qui était aussi, encore une fois, une des premières réflexions sur ce qu'on pourrait appeler les martyrs. Donc les martyrs, peut-être on connaît, on a tous des représentations, des idées de ce qui pourrait être martyr. Et Farhad, il a conceptualisé cette question autour de ce qu'il a appelé le nouveau martyr, c'est-à-dire comment on pourrait introduire une distinction entre la figure classique du martyr, qui est dans le chiisme plus particulièrement, mais un peu moins dans le sunnisme, on a connu. Le nouveau martyr, c'est le produit des sociétés occidentales, c'est la manière dont les gens s'engagent à donner leur vie dans une culture où la vie est quand même sacrée. Donc comment on peut sacraliser la mort dans un contexte où la vie est sacrée. Donc je pense qu'il faut un peu comprendre cette nuance et cette finesse dans les travaux de Farhad, ce qui échappait beaucoup à des observateurs occidentaux, même à des observateurs tout court, qui ne comprenaient pas comment on pourrait se donner la mort.
C'est la raison pour laquelle il disait souvent la condamnation à mort pour quelqu'un qui se donne la mort ne donne pas grand-chose comme justification politique. Donc, il a publié un livre, Les Nouveaux Martyrs d'Allah. Donc, c'est Le Nouveau Martyr d'Allah qui est publié il y a une quinzaine d'années, je pense, une quinzaine d'années. Mais les politiques, même les intellectuels, les centres de recherche, les milieux académiques avaient énormément du mal à comprendre l'importance de porter ce regard sur les phénomènes qui n'entraient pas dans les cadres traditionnels ni de la sociologie, ni de l'anthropologie, ni de la philosophie. Mais petit à petit, malheureusement, avec les événements sanglants, on était obligé de prendre conscience et de prendre en considération quand même ce phénomène important qui frappe non seulement les sociétés occidentales, mais malheureusement maintenant, partout maintenant dans toutes les sociétés, que ce soit l'Occident ou l'Orient, on est aussi confronté à ce genre de choses. Donc ce soir, donc, il va parler avec nous surtout son dernier livre, Le Nouveau Djihad en Occident. Ça a été intitulé sur la question des acteurs et des actrices qui rejoignent cette conception du monde, cette façon de vivre la religion, cette façon de pouvoir entrer en relation les uns et les autres. Donc le phénomène djihadisme, c'est un phénomène occidental, européen, américain. Maintenant, on pourrait dire pour une fois, c'est un phénomène mondialisé. Donc on pourrait parler de la mondialisation de ce phénomène. Donc on laisse la parole à Farhad, que j'ai eu la chance de connaître comme prof et maintenant comme un ami. Voilà, merci. Et comme collègue, maintenant on écrit ensemble. Merci. Bon, merci d'être venu, je suis ravi d'être ici avec vous. Cela me fait un drôle d'effet d'avoir à m'exprimer dans la langue de Voltaire, un endroit où normalement devrait prévaloir la langue de Hafez et de Saadi, mais peu importe. Je crois que c'est ce qui a été voulu par les dirigeants de l'association et je m'y soumets. Ce soir, ne vous en faites pas. Alors, ce soir, je vais me concentrer sur mon dernier ouvrage. Je vais le faire circuler, je vous prie de me le restituer, parce que je n'en ai pas beaucoup d'exemplaires, pour vous faire un peu, pour vous impressionner. Ne serait-ce que du fait même de l'épaisseur du livre, que personne ne lit en entier, parce que c'est trop gros. Peu importe. J'ai essayé de vous donner un peu la quintessence de cet ouvrage, du djihadisme en Occident, à plusieurs dimensions, et que ces dimensions en font ce que j'appelle un fait social total. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu des sciences sociales, l'anthropologie, l'expression, le concept a été introduit par Marcel Mauss à la fin du 19e, début 20e siècle, si mes souvenirs sont exacts, et il s'agit de montrer qu'il y a une pluralité de perspectives qui doivent se recouper et qu'un phénomène social digne de ce nom ne peut pas se réduire à une seule dimension. Ce n'est pas seulement un problème psychologique, ce n'est pas un problème uniquement philosophique, culturel, économique, politique, mais c'est la pluralité de ces dimensions-là qui donne au social sa signification. Bon, je tente dans ce travail non seulement d'énumérer ces dimensions, mais de procéder à une analyse portant sur cette pluralité. D'abord, c'est un phénomène lié à ce que j'appellerais des acteurs sociaux, acteurs et actrices sociaux. Il y a une pluralité d'acteurs. Dans cet ouvrage, j'analyse, j'essaie de montrer en quoi cette pluralité d'acteurs pose un problème au niveau de l'interprétation. Il faut faire vraiment un travail de compréhension, mais compréhension ne veut pas dire légitimation. Essayer de comprendre ne signifie pas pour autant essayer de justifier. C'est l'expression d'une forme de mise en distance où il y a une dimension empathique, mais aussi une forme de réflexion critique. Donc, empathie et critique vont de pair. Et le problème essentiel, c'est de les articuler ensemble dans une réflexion socio-anthropologique. Donc, acteurs et actrices sociales, avec la pluralité, et je reviendrai dessus, pour procéder à une petite analyse dans le laps de temps qui m'est imparti. Je ferai aussi une analyse de l'anthropologie de la famille. En un sens, la famille, si vous voulez, pose problème.
c'est une partie qui a été vraisemblablement minorée, voire négligée par une grande partie des analyses portant sur le phénomène du djihadisme. Donc l'anthropologie de la famille avec une structure tripartite dont je vais vous faire un exposé extrêmement sommaire, faute de temps. Il y a une autre dimension qui me paraît fondamentale, c'est la dimension urbaine. J'ai appelé l'urbain djihadogène parce qu'il y a un vrai problème qui tient à ce qu'on pourrait appeler la spécificité de cette dimension dans le phénomène djihadiste, notamment et surtout en Europe. Donc l'urbain djihadogène me préoccupe aussi, et je propose aussi une typologie, si vous voulez, qui montre la diversité des situations. Il n'y a pas un seul type d'urbain qui donne lieu à ce phénomène de djihadisme, mais il y en a une pluralité. Il y en a au moins 3. Et d'autres recherches qui viendront, je l'espère, après, pourront complexifier en quelque sorte cette analyse. Il y a une autre dimension qui me paraît fondamentale, c'est la dimension nationale. Jusqu'à présent, surtout sous influence américaine, pour des raisons liées à ce qu'on pourrait appeler des raisons de sécurité, on s'est intéressé à des réseaux, on s'est intéressé à ce qu'on appelle des nébuleuses, et non pas à ce qui me paraît fondamental, à savoir la dimension nationale. Un djihadiste français a des points communs avec un djihadiste allemand, anglais, danois, norvégien, espagnol, mais il y a aussi des différences notables. Et il faut bien comprendre que ces différences sont tout aussi importantes, tout aussi pertinentes que les ressemblances. Donc dissemblances et ressemblances vont de pair. Une autre dimension qui est prise en compte dans ce travail, c'est ce qu'on pourrait appeler le groupe. Il y a une dynamique de groupe qui s'instaure, et dans les cellules djihadistes en Occident, et tout particulièrement en Europe, et plus particulièrement encore en France, il y a une dimension liée à ces cellules. Pour vous donner un exemple, la cellule Cantorsi, qui a défrayé la chronique et qui a fait que, par exemple, il y a eu un tribunal, un jugement, enfin des sentences pendant assez longtemps, cellule constituée par plus d'une vingtaine d'individus, était fondée par 2 convertis. Et 2 convertis qui étaient des convertis, si mes souvenirs sont exacts, dans le livre j'en fais la description en long et en large, des convertis qui venaient des dom-toms. Et donc il y a une spécificité du groupe qui ne se réduit pas à l'ensemble de ces individus. Pour vous donner encore un exemple en passant, aux alentours de 10% des djihadistes qui sont partis en Syrie sont des femmes. Or, dans les cellules qui ont réussi à fomenter en quelque sorte des attentats et aller jusqu'au bout, eh ben, il n'y a aucune femme. Il y a eu une cellule faite de 3 femmes, plus ou moins, en 2016, si mes souvenirs sont exacts, en septembre 2016, à Paris, composée de 3 femmes qui ont voulu faire sauter une voiture devant Notre-Dame de Paris, mais qui n'a pas réussi. Bon. Donc il y a une spécificité aussi des cellules, des nébuleux, des groupes, et il faut l'analyser aussi comme un phénomène à part entière. Une autre dimension qui me paraît tout aussi importante, c'est ce qu'on pourrait appeler la psychopathologie. Il y a un certain nombre de cas qui relèvent de la psychopathologie. On a vraiment, par exemple, le Tunisien qui a foncé en un camion sur les gens à Nice, c'était, si mes souvenirs sont exacts, il y a 2 ans. Bon, il avait des problèmes de psychopathologie marqués. Le psychiatre qu'il avait analysé en Tunisie quand il était adolescent avait diagnostiqué une psychose.
et par la suite, ça s'est renforcé au cours du temps. D'autre part, et là, je reviendrai dessus aussi, une bonne partie de ces individus qui s'engagent dans le djihadisme en Europe ont eu un passé délinquant, voire récidiviste, et sont passés par la case prison. Et la prison a aussi cette spécificité, je l'ai développé dans un autre gros livre que personne ne lira non plus, enfin si, il y a quelques-uns. Et où je tente de montrer que la prison renforce des dimensions psychopathologiques. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le faire, mais disons que j'ai essayé d'apporter ma contribution à ce sujet. Alors, enfin, il y a une autre dimension sur laquelle je m'appesantis dans ce travail, c'est ce qu'on pourrait appeler les raisons globales. Jusqu'à présent, l'analyse a consisté à montrer que ce sont des jeunes plus ou moins radicalisés, qui se sont engagés dans cette voie pour de multiples raisons, mais les raisons macrosociologiques étaient souvent absentes. Moi, j'essaie de montrer qu'il y a aussi une crise dans la société européenne et que cette crise liée à d'abord l'absence d'utopie, la disparition de ce qu'on pourrait appeler des formes de mobilisation sociale qui donnaient sens au vivre ensemble, et l'impossibilité de construire en quelque sorte une utopie collective. Ce qui fait que la dystopie, si vous voulez, c'est l'utopie au sens négatif du terme, c'est des régressifs et répressifs. Alors la dystopie de Daesh, par exemple, a eu une influence marquée sur de nombreux jeunes, cette fois-ci non pas seulement de classes populaires, d'origine immigrée, mais aussi de classes moyennes. Enfin, j'essaie de montrer aussi que ce phénomène se conjugue en relation avec ce qu'on pourrait appeler une rupture introduite par l'émergence d'un État. Vous savez, les sociologues, les sciences politiques, etc., depuis une trentaine d'années, insistent tout particulièrement sur la mondialisation, la globalisation. Globalization. Alors, c'est très important, personne n'en nie l'importance, la signification, la portée, tout ce que cela implique comme conséquence au niveau de la vie quotidienne des uns et des autres, mais l'État est fondamental. L'existence d'un État introduit une césure, et cette césure fait que le djihadisme a eu un saut qualitatif et quantitatif entre 2013 et 2016. Ça aussi, je le montre, comment cet État, Daesh ou l'État islamique de Levant et de l'Irak, enfin, un certain nombre, les anglo-saxons appellent ISIS, en France, on appelle l'État islamique, EI, peu importe. Cet État islamique qui s'est instauré entre la Syrie et l'Irak et qui s'est étendu jusqu'à la fin de 2015 pour atteindre une superficie qui était pratiquement celle de l'Angleterre, plus de 300 000 km², a eu une influence énorme dans la vocation des jeunes et leur engagement. Un État n'est pas une institution communautaire. Un État, c'est comme une extension du corps. Un État, c'est aussi un ensemble de moyens mis à la disposition des uns et des autres, et ça a la fonction aussi comme un ensemble, un agrégat qui donne sens à l'individu. Donc il y a une identité qui s'approche à l'État, et cette identité est fondamentale. Sur ce plan aussi, j'apporte, je ne sais pas, une centaine de pages consacrées à cette dimension-là, où je montre comment, avec Daesh, par exemple, le nombre d'évocations djihadistes sur chaque année a été multiplié entre 30 et 40 par rapport au passé. Si vous voulez, avant, par exemple, il y a un travail fait par le juge Trévidy qui montre qu'en France, entre 2000, aux alentours de 2000 et 2013, et là, si vous voulez, vous verrez dans le livre des dates précises avec des données beaucoup plus pointues, entre 2000 et 2013, en France, il y a eu 175 djihadistes, grosso modo. Eh bien, entre 2013 et 2016, il y a eu entre 1700 et 1900. Cela signifie que si on divise par le nombre des années, ça fait entre 30 et 40 ans selon les statistiques dont on dispose. Cela étant,
la rupture quantitative et qualitative est indéniable. Et là, je le montre dans ce livre. Par conséquent, la notion d'État est fondamentale dans le djihadisme. La grande erreur des uns et des autres a été de laisser cet État se développer. D'abord, l'armée irakienne qui a montré une très grande fragilité. Vous savez, et quand ils ont conquis Mossoul en 2014, il avait quelques centaines de camionnettes avec une sorte de bric-à-brac sur le plan technologique, alors que l'armée irakienne avait une trentaine de milliers d'individus avec des armements extrêmement sophistiqués. Et bien, cette armée a capitulé face à la petite armée de Daesh, pour de multiples raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, faute de temps. Alors, donc, dimension État, dimension anthropologique, la famille, dimension sociologique, typologie des acteurs, dimension dynamique des groupes et des cellules, dimension nationale, et j'en passe. Par conséquent, voilà la pluralité de ces dimensions qui font que ce phénomène complexe peut se voir qualifié de fait social total. Je vais commencer par décrire d'abord la diversité des acteurs et des actrices. Si vous voulez, avec Al-Qaïda, on a eu un certain nombre d'acteurs qui se sont engagés. Le nombre d'actrices était quasiment nul. Il y a eu des vocations à l'Occident, mais c'était vraiment en Europe, aux États-Unis, et c'était un phénomène lié à l'Occident, beaucoup plus qu'à Daesh, à Al-Qaïda. Et il n'y avait que des hommes adultes qui étaient censés être en possession de leurs facultés mentales. Ça a été fondamental. Ils sont partis souvent à l'Afghanistan. Les vocations étaient pas très nombreuses, pour de multiples raisons. Non seulement parce que les gens ne partaient pas, mais parce que Al-Qaïda n'en voulait pas. Il ne voulait que des gens, si vous voulez, adultes, capables d'agir et sans problème psychopathologique. Avec Daesh, ça change totalement. D'abord, l'introduction de nouveaux acteurs et d'actrices. Il n'y avait pratiquement pas de femmes. Or, avec Daesh, il y a eu 500 sur 5000 qui sont partis en Syrie et en Irak entre 2013 et 2016. Il y a eu des mécanismes tardivement mis en place par les États européens à partir de la fin de 2014-2015 qui a consisté à bloquer le départ de ces jeunes vers la Syrie et l'Irak. Et ce phénomène, ça a été d'abord ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon des hotlines. En France, on l'a appelé le téléphone vert. Il y a eu d'abord la mise en place de dispositifs pour faire obstacle à leur départ de l'Europe. Et puis d'autre part, en Turquie, ils ont convaincu le gouvernement turc de les empêcher de traverser la frontière syrienne et de les envoyer, de les renvoyer en quelque sorte de nouveau en Europe. Sans ce phénomène, on aurait eu 12 à 13 000 vocations djihadistes de plus qui se seraient transplantées en Syrie et en Irak. Donc vous voyez, il y a eu quand même un phénomène de masse. 5 000 ont réussi à partir, il y en aurait eu beaucoup plus, et il y aurait eu au moins 3 fois plus si ces mécanismes-là n'avaient pas été mis en place par les États européens. D'autre part, la plupart des djihadistes qui sont partis sont européens, du côté occidental. Il y a peu d'Américains et de Canadiens ou d'Australiens. Il y en a, mais leur nombre est extrêmement limité. Pour ce qui est des États-Unis, on les évalue aux alentours de 250 au maximum. Même si on tient compte de la disparité du nombre de musulmans aux États-Unis par rapport à l'Europe, il y a quand même un effet démultiplicateur d'une dizaine de fois, si vous voulez, pour l'Europe par rapport aux États-Unis.
Les raisons sont multiples. D'une part, parce que la plupart des musulmans blancs américains sont des classes moyennes, et même de classes moyennes supérieures. Le revenu médian des Américains musulmans blancs est supérieur à la classe moyenne, à celui des classes moyennes américaines. En Europe, c'est tout à fait l'inverse. Ce sont des jeunes, surtout, qui sont des classes populaires, immigrés, fils d'immigrés, petits-fils d'immigrés, bref, on est dans une situation totalement différente. Donc, socio-anthropologiquement, on n'est pas face au même type d'acteurs. Bon, mis à part cela, donc il y a d'abord la démultiplication des vocations, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus. 5000 de l'Europe qui ont réussi à partir. Il y a eu les femmes, et c'est un phénomène à analyser avec beaucoup de doigté parce que cela paraît contre-intuitif. Pourquoi des femmes partiraient en Syrie et en Irak alors que, au vu et au su de tout le monde, elles avaient beaucoup plus de limitations là-bas qu'en Europe. Je veux dire, situation incomparable, réduction de leur liberté, restrictions multiples au niveau de leur présence dans l'espace public. Bref, il faut donner une explication socio-anthropologique là-dessus. J'ai fait un livre avec un psychanalyste franco-tunisien, Fethi Benslama, un petit livre pour que ça soit accessible au grand nombre, au Seuil l'année dernière, qui porte, je sais, le djihadisme des femmes. Mais là, le développement que j'ai fait dans cet ouvrage est beaucoup plus exhaustif, dans le sens que je me suis penché sur ce phénomène, dans ses implications socio-anthropologiques de manière beaucoup plus approfondie. Parce que cela est un travail, si vous voulez, évidemment beaucoup plus épais, comme je vous le dis. Sa lecture ne s'impose pas à tout le monde. Et puis moi, ça me défoule. J'aime bien faire ce genre de travail que peu de gens lisent et qui impressionne, du moins apparemment, un certain nombre d'entre eux. Cela étant, ça c'est le côté farfelu de toute recherche sérieuse. Il y en a toujours. Bref, femmes, mais alors pourquoi? Si on a le temps, évidemment, je le développerai. Mais il y a une nouvelle catégorie qui n'existait absolument pas sous Al-Qaïda, du côté européen, c'est les adolescents et les adolescentes. Là aussi, il y a un phénomène totalement paradoxal, des jeunes entre 12 et 17 ans qui sont partis, souvent à l'insu de leur famille, en utilisant la carte bancaire de leurs parents, en faisant tout pour pouvoir prendre l'avion, aller en Turquie et de là passer la frontière vers la Syrie. Bref, là aussi c'est un phénomène nouveau. Comment l'expliquer? Évidemment, cela implique une compréhension de leur imaginaire. Il faut analyser leur imaginaire. On ne peut pas le comprendre avec des données brutes, externes et purement liées à ce qu'on pourrait appeler une logique d'influence liée à des formes sectaires d'expression, puisque ça a été tenté. C'est-à-dire une analyse exclusivement en termes de secte, qui me paraît tout à fait déficiente, parce qu'il y a beaucoup d'autres cas qui ne relèvent pas de cette dimension-là. Il y a des cas qui peuvent relever d'influence sectaire, mais tous ne relèvent pas de ça. Donc, adolescents et adolescentes, et là, la question se pose, comment pénétrer dans l'intelligibilité de ce phénomène à partir de l'analyse de leur imaginaire. Là, j'ai eu accès à un certain nombre d'adolescents qui voulaient partir et qui n'avaient pas pu, et qui ont accepté de se faire interroger. Et puis, il y a eu d'autres collègues qui ont fait le travail. Bref, en les recoupant et avec un certain nombre d'analyses, j'ai proposé une sorte de, comment dire, de perception anthropologique et sociologique de ce phénomène. Bon. Il y a un autre groupe qui était très marginal, mais dont on voit l'émergence et puis le développement dans le djihadisme de Daesh entre 2013 et 2016, c'est les convertis. Les convertis étaient une infime minorité sous Al-Qaïda. Il en existait, mais il était très faible en nombre. Or, ce qu'on voit maintenant, c'est
leur taux qui peut varier entre 6 ou 8% en Belgique, jusqu'à 18% en France et jusqu'à 40% aux États-Unis. Donc les convertis deviennent un acteur à part entière. Et si on tient compte de leur pourcentage dans les sociétés européennes, on voit bien que leur taux est beaucoup plus élevé que le taux des musulmans. Là aussi, la question se pose de procéder à une analyse qui ne soit pas une analyse purement externaliste. Il ne s'agit pas seulement de montrer de manière quantifiée ce phénomène, mais de comprendre quelle est leur motivation, leur intentionnalité, leur capacité d'analyse, d'auto-analyse et de projection de soi à l'extérieur, et en quoi, en France, cette vision à la Daesh a pu les fasciner. Donc cette logique de fascination doit être comprise dans sa dimension subjective. C'est ce que j'appelle un phénomène de subjectivation. Un autre groupe dont j'ai parlé, si vous voulez, en passant, c'est ceux qui ont des problèmes psychopathologiques. Daesh les refusait, et Al-Qaïda les refusait. Ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas suffisamment rationnels, ils pouvaient faire sauter, en un sens, des projets et des attentats, bref, ils n'en prenaient pas. Par contre, Daesh en a été féru. Il a tout fait pour qu'il y en ait beaucoup, et surtout pour les attirer là-bas. Parce que d'abord, ils se servaient de leurs problèmes psychopathologiques dans le sens de la mise en valeur de la cruauté. Décapiter, tuer, jouer au foot par exemple avec la tête des individus qui avaient été mis à mort, la torture, nombre de journalistes ou d'humanitaires qui avaient été arrêtés et qui avaient été mis vraiment sous une torture quelquefois extrêmement dure, l'ont été par ces individus-là. Donc, cette dimension psychopathologique mise au service de Daesh, et surtout la mise en valeur de cette dimension. Et paradoxalement, mais il faut le comprendre aussi, cette dimension a eu un effet, a entraîné un effet de fascination chez les jeunes. Je veux dire, la cruauté devenait une manière de comprendre le soi comme étant adulte. Accepter la cruauté, voire même l'exercer, devenait un signe du passage à l'âge adulte. C'était aussi une manière de sortir de l'insignifiance. On n'était rien, maintenant on devient un tortionnaire qui a une personnalité, et sur YouTube, on en voit un peu toutes les traces, et cela était aussi un phénomène de glorification de soi. Donc, cela caressait, en un sens, le narcissisme d'un certain nombre de ces individus qui trouvaient dans le phénomène djihadiste une façon de se réaliser. D'autres catégories sont importantes, et notamment des classes moyennes. Il y a la majorité entre les 2 tiers et les 3 quarts qui sont des jeunes de banlieue en France, des jeunes d'origine immigrée, souvent dans des situations difficiles sur le plan économique, social, la stigmatisation dans les autres sociétés européennes. Eh bien, il y a quand même entre 1 tiers et 1 quart qui étaient des classes moyennes. Mais comment l'expliquer? On comprend que des jeunes qui ont des problèmes avec la société, qui se sentent rejetés, qui se sentent humiliés, qui ont le sentiment que leur citoyenneté n'est pas reconnue des uns et des autres, soient en quelque sorte promptes à sauter sur l'occasion et vouloir se réaliser dans ce type d'action. Mais alors, les classes moyennes, eh bien là aussi il y a une spécificité, et j'essaie de focaliser l'analyse sur cette dimension-là et d'apporter une sorte d'explication socio-économique et anthropologique à ce sujet. Pour réduire cela à une phrase caricaturale, je dirais c'est parce qu'il y a eu l'incertitude de l'avenir. Si vous prenez les sociétés occidentales et notamment européennes, jusque dans les années 1980-90, prévalait l'idée que si on était une progéniture des classes moyennes, l'avenir des enfants était assuré.
À partir des années 90-2000, c'est fini. L'incertitude s'installe dans les classes moyennes. On n'est plus sûr du tout que ces enfants puissent avoir une promotion sociale. L'ascenseur social ne marche pas automatiquement. Et surtout, on voit bien avec la mondialisation cette espèce de rupture dans la logique de la promotion sociale des classes moyennes. Les classes moyennes sont écrasées entre deux groupes. Il y a le groupe qu'on pourrait appeler des classes inférieures, qui n'ont rien, ou qui ont peu, et puis il y a les classes supérieures, et qui se mondialisent, et qui accaparent une très grande partie des biens et des richesses. Si on voit l'Europe dans l'ensemble, presque partout, sauf peut-être de manière plus modérée dans l'Europe du Nord, dans l'ensemble, ce qu'on voit, c'est l'approfondissement du fossé des classes. Les classes moyennes s'appauvrissent, se restreignent, alors que les classes supérieures s'enrichissent. Aux États-Unis, le phénomène est le plus pathologique, à savoir un pourcentage de moins de 5% dispose de plus de 50% de la richesse nationale. En Europe, ce n'est pas aussi grave, mais disons que le phénomène a la même tendance, présente les mêmes caractéristiques. Donc les classes moyennes sont de plus en plus écrasées. Le sentiment que l'avenir est sombre, qu'il ne peut pas donner la possibilité pour les progénitures, pour les enfants, de se réaliser, est là. Et donc, cette absence d'avenir, ou ce sentiment de no future, eh ben, s'exprime dans l'adhésion à la dystopie de Daesh, qui leur proposait souvent la possibilité de se réaliser en quelque sorte doublement. D'abord en tant qu'individu, d'autre part comme classe plus ou moins protégée sur le plan économique. Daesh, à son apogée, leur proposait une sorte de panier de la ménagère chaque semaine gratuitement, leur donnait des appartements, de très grands appartements de 200 mètres carrés et plus, qui étaient ceux des classes moyennes syriennes qui avaient été obligées de partir, leur donnait des 4x4, leur donnait des fusils, et bref, il y avait ce sentiment de promotion sociale pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et ça là a été l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes de l'attrait qu'a exercé Daesh sur les jeunes de classe moyenne. Donc il y a une spécificité des classes moyennes par rapport aux classes populaires et aux jeunes d'origine immigrée que j'analyse en long et en large dans cet ouvrage et dont je pense que la particularité est irréductible en quelque sorte aux motivations des classes inférieures. Maintenant, j'en viens aux classes inférieures et surtout aux jeunes d'origine immigrée, puisque ça forme l'écrasante majorité de ceux qui sont partis. Et là, c'est quand même très important de comprendre leur motivation. Là, je l'ai fait depuis assez longtemps. J'avais fait un livre, Islam des jeunes, en 1997, puis après d'autres ouvrages sur l'islam en prison. La majeure motivation, la motivation la plus importante, c'est d'abord lié à ce qu'on pourrait appeler une logique d'indignité intérieuse. Sentiment qu'on n'est pas reconnu comme étant un individu à part entière, être reconnu comme étant un Français, un Allemand, un Anglais accepté. Alors là, c'est l'une des dimensions fondamentales que j'analyse en long et en large, à partir de la situation urbaine, à partir de la situation économique, puisque la plupart sont dans une situation d'infériorité insurmontable et ne pensent pas pouvoir rejoindre les classes moyennes, sauf par le biais de la délinquance. Et sur ce plan aussi, on voit très bien comment il y a une structuration de leur subjectivité dans un rapport antagonique vis-à-vis de la société. C'est ce que j'ai appelé la sacralisation de la haine. Chez eux, souvent, l'islam, c'est une forme de rejet haineuse de la société qui se prévaut de la notion de la guerre sainte pour se donner une légitimation. C'est dans ce sens-là qu'il faut bien comprendre la particularité de ces jeunes de banlieue. C'est ce qu'ils appellent la haine. La haine a donné naissance aussi à un film d'ailleurs,
qui a été paradigmatique, qui a eu un grand succès et qui révèle de manière spectaculaire et quelquefois même de manière trop distordue le contenu de leur subjectivité eu égard à la société globale. Donc il s'agit de faire une analyse anthropologique pour réduire cela à quelques phrases, je dirais, ils sont dans une situation de ni français, ni algérien, ni anglais, ni pakistanais, ni marocain, ni algérien, ni belge. Bref, dans cette espèce de double déni se construit une identité antagonique qui entend surmonter cette espèce de dichotomie indépassable dans l'adhésion à une idéologie djihadiste qui donne sens à l'individu. Alors là, on assiste à un phénomène quand même extraordinaire. D'abord, transformation de l'indignité en dignité. Avant, on est traité de moins que rien. Il n'avait pas de travail, il était souvent déscolarisé, souvent lié à des réseaux délinquants, passage par la prison, bref, indignité intériorisée et agressivité extrêmement importante. En prison, quand j'ai fait vraiment des interviews, je voyais bien comment il avait une attitude extrêmement agressive vis-à-vis des autres. Cette agressivité n'était pas liée à ce qu'on pourrait appeler un fait atavique. C'était lié plutôt à ce sentiment d'indignité intériorisée qui est projeté sur l'individu, sur le premier venu. Donc il y avait cette dimension-là qui me paraissait fondamentale, et avec le djihadisme, cela leur permettait de procéder à une mutation du sens de cette indignité. C'est-à-dire l'indignité devenait une surdignité. En second lieu, il y a eu un phénomène qui était l'inversion du jugement. Jusqu'à présent, vous m'avez jugé, vous m'avez condamné, c'est maintenant moi qui vous juge et vous condamne. Et la condamnation, c'est quoi? C'est la mise à mort. Avant, vous me traitiez d'inférieur, maintenant, moi je n'ai pas peur de mourir, c'est vous qui êtes inférieur. La logique de martyr retranscrite dans une situation anthropologique agonistique vis-à-vis de la société donne sens à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'inversion du vecteur d'indignité. Avant, vous me traitiez comme étant quelqu'un qui n'existe pas, et bien maintenant, moi j'existe, et même j'existe de manière hyperbolique. J'existe de manière beaucoup plus importante que vous. Et là, la raison en est que je fais la une de tous les journaux, et vous, vous en êtes réduit, si vous voulez, à une situation de passivité. Et les journaux, dans un sens, les médias, plus globalement, sont obligés de jouer mon jeu, alors qu'ils me désapprouvent dans mon attitude, alors qu'ils me rejettent dans mon intentionnalité, eh bien, ils jouent à leur corps défendant, si vous voulez, mon jeu. Donc, appropriation de ce jeu et inversion de ce jeu, et de passif, je deviens actif. De même, sur plusieurs autres plans, je l'analyse en long et en large dans ce travail, et dans d'autres, le passage au djihadisme donne un sens à une existence qui en était dépourvue, et surtout unifie les pans disjoints d'une identité qui en était dépourvue, et qui, par ce fait même, s'unifie dans une sorte de création de but sacré, sacralisé par lui, à savoir le djihad dans le sens anthropologique qu'il entend. Donc, il y a une intentionnalité, il y a une subjectivité, il y a des principes de construction de sens qu'on retrouve vraiment dans le phénomène djihadiste et dont il faut comprendre la portée et la signification si on veut apporter des solutions à ce phénomène. Ce phénomène n'est pas uniquement économique, il n'est pas uniquement psychologique. Il y a une dimension liée à ce qu'on pourrait appeler perte de sens, sentiment d'indignité intériorisée, suragressivité par rapport à une société dont on pense qu'elle ne vous accepte pas. Bref, il y a un ensemble de faits dont l'articulation
construit cette identité agonistique de ces jeunes. D'ailleurs, les travaux en quantitatif que je citais en long et en large dans cet ouvrage révèlent qu'un pourcentage relativement élevé, entre 60 et 70% selon les pays, des jeunes qui sont impliqués dans le djihadisme ont un passé judiciaire, un dossier judiciaire. Et par conséquent, il y a le passage par la case justice, prison, récidive, sortie et l'engagement dans ce phénomène de violence sacralisée. Bon. D'autres phénomènes de cette nature se retrouvent dans le djihadisme, par exemple pour les convertis, j'en fais une analyse anthropologique. Pour les adolescents, ce serait intéressant de prendre en considération un fait majeur, à savoir, pour eux, pour les adolescents et les adolescentes, c'était et c'est une sorte de rite de passage. Le rite de passage, vous savez, dans les sociétés dites primitives, c'est le fait que l'on passe de l'enfance à l'âge adulte par un rite dont le désagrément fait que l'individu révèle ce qu'on pourrait appeler sa capacité de résistance aux problèmes de la vie. Ce rite de passage a des dimensions symboliques, mais en même temps, quelquefois, pose le problème de ce qu'on pourrait appeler la mise à l'épreuve de soi et de son corps dans le phénomène djihadiste. Bref, on a cette dimension-là de rite de passage qui est fondamentale. Chez les jeunes filles, c'est extraordinaire de voir comment il y a une inversion de la problématique féministe. Cette inversion est quand même l'expression de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle subjectivité post-féministe. Vous savez, dans le féminisme, il y a eu une dimension qui consistait à dire il faut d'abord que la femme se réalise dans l'espace public, le mariage ou le fait d'enfantement viendra plus tardivement, à savoir à partir de la trentaine. Ces jeunes filles ont inversé ce phénomène, à savoir je veux avoir un enfant à l'âge de 14 ans. Et souvent d'ailleurs ils ont eu l'ancienne. Le fait d'enfanter devient un phénomène extraordinaire qui consiste à s'affirmer dans cet enfantement pour devenir une vous savez en arabe signifie mère, et on se réalise comme dans une néo-umma. J'ai appelé ça néo-umma, c'est-à-dire dans une communauté musulmane imaginaire construite de briques et de brocs sur le plan imaginaire, mais dont l'effet sur la psyché de ces jeunes filles a été fondamental. Dimension donc rite de passage, dimension d'enfantement pour le passage à l'âge adulte, le phénomène de se retraditionnaliser pour sortir de ce qu'on pourrait appeler l'anomie moderne. Tous ces phénomènes-là me paraissent extrêmement importants et leur analyse au ras des pâquerettes doit être faite pour construire le sens de cet engagement. Il ne s'agit absolument pas de vouloir le justifier, il ne s'agit absolument pas de vouloir le légitimer, mais de montrer que ce n'est pas du non-sens. C'est un sens construit, multiple, selon les catégories d'acteurs et d'actrices, selon le fait d'appartenance à tel ou à tel groupe, et donc il faut, en un sens, dénicher la signification pour pouvoir ensuite apporter des solutions à ce malaise. Donc, multiplicité d'acteurs et d'actrices, multiplicité de ce qu'on pourrait appeler forme de subjectivation, forme de construction de sens, d'un imaginaire qui se projette dans un avenir irénique à partir de la période de promotion et d'ascension de Daesh. Bref, ces phénomènes-là me paraissent revêtir une signification extrêmement importante et que l'on devrait percer à jour si on veut comprendre le sens de l'engagement de ces jeunes. Une autre dimension, et je ne veux pas trop parler pour vous mettre à l'épreuve votre patience,
c'est la dimension nationale. Ce qui caractérise le cas français, qui a eu quand même le nombre le plus élevé de candidats au djihad qui sont partis, si vous voulez, c'est une culture politique spécifique, à savoir le républicanisme et la laïcité. Il ne s'agit absolument pas de vouloir le critiquer, il s'agit de comprendre en contextualisant le rapport de ces jeunes à la société. Dans le cas anglais, ce qui est important, c'est ce qu'on pourrait appeler non li mettangere, ne me touchez pas. Respect des communautés, mais en même temps le non-mélange. Si on compare le cas en français et anglais, c'est intéressant de voir, par exemple, l'intermariage entre les jeunes d'origine immigrée et les Français et les Françaises est beaucoup plus élevé qu'en Angleterre. En France, c'est aux alentours de 27%. En Angleterre, c'est aux alentours de 11%, moins de la moitié. Donc la société française est une société où le mélange avec les immigrés se fait beaucoup plus fréquemment qu'en Angleterre. Mais la rançon de ces dimensions est évidemment le fait de la reconnaissance de la laïcité et de la mise à l'écart des spécificités, ce qui est perçu par une partie de ces jeunes comme étant en un sens la prolongation de la dimension coloniale dans une post-colonialité, si vous voulez, infériorisante pour eux. Il ne s'agit pas encore une fois de dire qu'ils ont raison ou tort, mais il s'agit de comprendre la logique de leur motivation. Le sociologue se doit de décortiquer les composantes de ces subjectivités afin de comprendre la rationalité intrinsèque de ces phénomènes. Ce ne sont pas des idiots. Ceux qui s'engagent dans cette voie, ceux qui se sont engagés dans cette voie, sauf ceux qui ont des problèmes psychopathologiques, qui sont une minorité, les autres ont une construction imaginaire des relations sociales. Et il faut comprendre cela. Et donc c'est sur cela que je me suis penché. Une autre dimension qui est fondamentale, sur laquelle je vais m'étendre un tout petit peu avant de clore cette intervention, c'est la dimension anthropologique. La famille est au centre de ces phénomènes. Pour ce qui est des jeunes d'origine immigrée, c'est ce que j'ai appelé la crise de la famille patriarcale décapitée. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voulez, ce sont des familles qui sont venues en France à partir des années 1950, qui se sont installées d'abord des individus, des hommes, et ensuite, à partir de 1974, avec les lois, si vous voulez, qui a réduit les entrées, la famille regroupée. Par conséquent, là, on a un phénomène, la famille décapitée, patriarcale décapitée, est une famille dont l'imaginaire et la dimension symbolique est toujours patriarcale, le père comme étant, en un sens, celui qui donne le sens à l'existence de la famille. En même temps, il est décapité parce que ce père est détrôné de facto ou de jure. Souvent, ce sont des pères qui sont partis dans le bled ou qui se sont retirés dans leur camp à soi parce qu'ils se sentent malmenés par la société et par la famille. Et à leur place, il y a le grand frère qui prend la parole et qui prend quelquefois le pouvoir. Or, le grand frère ne peut l'exercer que par la violence. Le père, si vous voulez, détenant une autorité intériorisée par les uns et par les autres, n'a pas besoin d'avoir recours à la violence. L'autorité, et c'est précisément cela, c'est-à-dire le rappel de la contrainte des normes sans le recours à la violence, sauf dans les cas exceptionnels. Eh bien, ces grands frères, quand ils prennent le pouvoir au sein de la famille, sont obligés d'avoir recours à la violence physique. On a le cas, moi j'ai analysé beaucoup de cas, dont celui qui est connu quand même en raison même de la publication des ouvrages à son sujet, la famille Mera. La famille Mera, vous avez 2012 avec
la mise à mort de 3 militaires musulmans, de 4 juifs, dont 3 enfants, par lui, parce que le militaire musulman qui l'attendait n'est pas venu. Eh ben, c'est une famille qui illustre bien la crise de la famille patriarcale décapitée, si vous voulez, dans les banlieues en France. Le père absent, des litiges entre les différents membres de la famille, la mise au foyer de la plupart de ces jeunes pendant longtemps, l'agressivité, la violence, le passage souvent à la violence non seulement au sein de la famille mais aussi dans les foyers. Bref, on est face à une crise profonde sur le plan anthropologique de la famille. Dans de nombreux cas, on le retrouve. Par exemple, Mehdi Nemmouche qui est allé à Bruxelles et au musée juif de Bruxelles a tué 4 personnes, si mes souvenirs sont exacts. Eh ben, lui aussi, c'était d'une famille éclatée. Pas seulement éclatée dans le sens que le père était parti ou que les parents s'étaient remariés, mais dans le sens que l'autorité que devrait exercer le père comme tel, dans une famille encore très imprégnée de ce qu'on pourrait appeler la dimension nord-africaine, eh ben, ce père n'exerçait plus l'autorité. Il y a une crise de l'autorité. Il y a une autre typologie à comprendre dans ce phénomène, c'est ce que j'appelle la crise de la famille néo-traditionnelle, par exemple dans un pays comme l'Angleterre. En Angleterre, la préservation de la structure communautaire a été beaucoup plus importante qu'en France. En France, en raison même de l'école publique, la laïcité, et les formes de sociabilité, si vous voulez, qui ne reconnaissent pas la communauté, du moins officiellement, on a assisté à une crise beaucoup plus approfondie de la famille. En Angleterre, il y a eu la prise en considération de la famille telle qu'elle est dans ce qu'on pourrait appeler des communautés où chacun ou chacune pouvait vivre en quelque sorte à côté de l'autre sans avoir à se conformer à un modèle idéalement unique. Alors dans ces familles, on voit bien que par exemple la crise patriarcale n'est pas aussi profonde qu'en France, mais elle se structure différemment. Souvent, la charpente extérieure, la carcasse extérieure est préservée, mais de l'intérieur, c'est vermoulu. Je veux dire, les enfants, les fils, les filles se conforment à ce modèle, mais de l'intérieur, ils ne s'y identifient pas. Et donc, il y a une crise qui se structure de manière différente de la France pour ce qui est du modèle anthropologique de la famille dans un pays comme l'Angleterre par rapport à la France. Il y a un autre type, troisième type de crise au sein de la famille que j'analyse, et ça, c'est la famille de classe moyenne qui a subi la crise d'autorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les sociologues ont travaillé sur la famille en Europe et notamment en France. Eh bien, la famille patriarcale est morte, du moins comme phénomène majoritaire. Actuellement, il y a en France au moins 27 modèles de famille, ce qui est énorme. Hein. Et dans ces modèles de famille, ce qu'on voit, c'est d'abord l'émergence de la femme, qui remet en cause la structure patriarcale, du fait même des mouvements féministes dans les années 1960, ce qui en soi est une bonne chose, il ne s'agit absolument pas de vouloir le dénigrer, mais le problème de la promotion de la femme entraîne en quelque sorte, avec d'autres phénomènes liés à l'égoïsme moderne et surtout à l'émergence de l'individualisme comme valeur fondamentale, l'absence d'autorité unique. Dans la famille patriarcale du temps de Freud, par exemple, si on prend la famille patriarcale du temps de Freud, il y avait une autorité, c'était l'autorité du père. C'est ce qui a donné naissance d'ailleurs à ce qu'il appelle le complexe d'Oedipe. Freud, actuellement, s'il était en Europe maintenant, eh ben, n'aurait pas seulement parlé de complexe d'Oedipe, mais il aurait parlé aussi d'autres complexes. Moi, je parlerais de complexe d'absence d'autorité, ni père ni mère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème se passe de la sorte, de la manière suivante. L'autorité est en crise parce qu'elle est constamment négociée. On n'a pas de normes intériorisées qui aillent de soi.
Et dans chaque famille, il y a une négociation entre le père, la mère et les enfants pour l'exercice de l'autorité. Et par conséquent, dans cette espèce de triangle magique, se construit une forme nouvelle d'autonomie des enfants, surtout à partir de l'adolescence, qui peut devenir un problème. À cela s'ajoute l'intrusion des nouvelles technologies, surtout l'Internet. La plupart des jeunes garçons ou filles qui sont partis ou qui voulaient partir ont eu plusieurs comptes Facebook. Un seul compte était connu des parents. Et les autres comptes leur étaient totalement inconnus. Vous savez, les jeunes maintenant ont inversé le rapport de ce qu'on pourrait appeler la compétence avec les parents au niveau de ce qu'on pourrait appeler la toile, l'Internet. Pour les parents, souvent, on maîtrise un certain nombre de données, mais ça devient un instrument. Alors que pour les jeunes, ça fait corps. Le clavier devient une extension de leur corps. Et c'est ça qui est fondamental. Ils savent manier beaucoup mieux l'Internet que les parents. Et ils peuvent très bien embobiner les parents, faire en sorte que, en un sens, ils puissent s'ouvrir un espace de liberté totalement inconnu des parents, à l'insu des parents. Ça, c'est un phénomène fondamental. Pour ce qui est de l'Iran, j'avais étudié cela dans un ouvrage en 2009 sur... comment ça s'appelait? Devenir... toi, tu connais mieux que moi. C'était quoi le livre? Comment ça s'appelait? Devenir... le Rome, oui, comment ça s'appelle? Avoir 20 ans. Avoir 20 ans, oui, voilà. Mon son a une mémoire d'éléphant, et moi, malheureusement, je suis dépourvu de mémoire, et donc je suis vraiment amnésique. Et c'est aussi l'expression plus ou moins précoce d'Alzheimer qui s'annonce à corps et à cri. Bref, on est dans une situation, par exemple en Iran, j'ai vu par exemple comment à Qom, le téléphone portable donnait une liberté nouvelle aux jeunes filles et garçons. Le téléphone fixe, si vous voulez, peut être contrôlé par les parents, mais le téléphone portable, non. Et donc ça leur donnait la possibilité de nouer des contacts dans une vie traditionnaliste qui se veut vraiment au parfum de sainteté vis-à-vis des autres, peu importe. Alors, voilà des phénomènes de technologie de communication qui interviennent et qui bouleversent le paysage du fait même de l'introduction de nouveaux champs où peut s'exercer la liberté des acteurs et des actrices. Alors, là aussi, ça intervient, et bref, le problème de l'autorité au sein de la famille recomposée en Occident donne un espace d'autonomie et de liberté aux enfants qui est beaucoup plus grand que par le passé. Et cela s'accompagne aussi de ce qu'on pourrait appeler la désidentification vis-à-vis des normes. Avant, les normes étaient intériorisées, elles étaient censées être intangibles. À présent, les normes n'existent plus. Il s'agit de négocier entre les enfants, les parents, et surtout le père biologique, le père adoptif, la mère biologique, la mère adoptive. Vous voyez, avec ce phénomène de démultiplication des autorités, ça transforme le phénomène, le fait en une sorte de gruyère. Gruyère à la française, c'est-à-dire avec des trous. Vous savez, la gruyère suisse n'a pas de trous. Donc, il y a beaucoup de trous. Alors, cette crise de l'autorité aussi est venue en quelque sorte nourrir ce qu'on pourrait appeler le djihadisme des adolescents et des post-adolescents, ainsi que des adolescentes et des post-adolescents. Je vois bien que vous commencez à vous assoupir. Alors, je crois avoir fait un peu le tour de manière extrêmement schématique. Sur le plan national, je n'ai pas pu le développer, on en discutera si vous voulez. Sur le plan psychologique, il y a des dimensions, malheureusement il faudra lire le livre, ou bien lire les parties. Vous pouvez aller à la FNAC d'ailleurs, ouvrir et puis lire quelque part, sans avoir à payer. Je ne vois aucune objection de principe. Alors, bref, on est face à un phénomène extrêmement complexe. L'analyse ne peut pas se faire de manière linéaire, on ne peut pas identifier un seul profil, on ne peut pas tenter de donner un sens moralisant unique à ce phénomène. Ils sont mauvais, ils sont à rejeter, ils sont ceci, ils sont cela. Et bien, tant que c'était des jeunes de banlieue ou des jeunes de classe inférieure, discours,
dans la mesure où on ne pourrait pas les intégrer. Mais maintenant, cela a atteint les jeunes de classe moyenne. Entre un tiers et un quart, comme je vous l'ai dit, sont des familles qui sont des classes moyennes, dans les quartiers normaux. Il y a une dimension aussi urbaine sur laquelle je ne me suis pas appesanti ici. C'est fondamental de voir qu'il y a 3 types de structures urbaines que j'ai pu dénicher. Encore une fois, tout cela exige des recherches beaucoup plus approfondies afin de diversifier le modèle. Mais disons qu'il y a 3 modèles. Le modèle des banlieues à la française, à savoir des agglomérations qui sont plus ou moins en rapport d'extériorité avec la société, où les jeunes se sentent exclus, rejetés, stigmatisés, bref, avec un certain nombre de qualificatifs que je décris en long et en large, avec ce qu'on pourrait appeler un phénomène de déscolarisation extrêmement poussé, avec une économie parallèle, souterraine, qui est quand même extrêmement importante, ce qui fait que ces banlieues ne sont pas aussi pauvres qu'ils n'en ont l'air, parce qu'il y a le développement de cette économie parallèle, notamment de la drogue. Je travaille actuellement sur une petite ville en France, Gien, où on voit très bien le caractère pathologique de ce phénomène de drogue, de trafic, de réseau, de mafia, de caïd, etc. Bon, alors, donc structure à la banlieusarde, comme je l'appelle. Il y a aussi quelquefois une structure extrêmement intéressante, à savoir quartier pauvre au sein, entouré de quartiers riches. Là, on le trouve à Londres. À Londres, il y a un quartier, je ne sais pas moi, j'oublie, parce que maintenant je travaille sur un autre problème avec Fontaine, donc pour moi ça relève un peu du passé mort. Alors, donc on voit très bien comment cette structure-là aussi existe. À savoir un quartier pauvre, enclavé dans un environnement de gens riches. Et là, ça crée un phénomène d'aliénation extrêmement profonde, de frustration intense, et ça peut pousser à des phénomènes d'extrémisme. Il y a une troisième structure qui est intéressante, et là, c'est classe moyenne. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu implantation de groupes plus ou moins djihadistes dans les années 1970, 80, 90, et ça, par exemple, on le trouve dans une ville comme Nice. Il y a un quartier djihadiste, mais à part cela, c'est l'implantation des membres du FIS, Front Islamique de Salut, et de GIA à Nice, qui a fait que ça a créé en quelque sorte des facteurs favorables au développement du djihadisme et au départ des jeunes vers la Syrie et l'Irak. Il y a d'autres phénomènes qui sont très intéressants et contre-intuitifs. Par exemple, Marseille, où il y a une centaine de cités, j'essaie de montrer dans ce livre, il y a très peu de djihadistes qui sont là. Pour des raisons que je déploie en long et en large et dont je ne vais pas vous parler ici, pour ne pas vous surencombrer par des détails. Voilà, je vous ai donné quand même une sorte de petit panorama de cet ouvrage. J'espère ne pas vous avoir assailli de données inutiles. Dans l'ensemble, c'est quand même caricaturé, si vous voulez, un phénomène beaucoup plus complexe. Je ne pouvais pas réduire, si vous voulez, cet ouvrage en 3 quarts d'heure. Et par conséquent, voilà une vision schématique, voire caricaturale d'un phénomène extrêmement complexe. Merci de votre patience.